Fleuron de l'industrie européenne, Thales Alenia Space est un constructeur de satellites important pour la souveraineté de la France. Comment sont construits les satellites? À quoi servent-ils concrètement? Et quelles sont les compétences nécessaires pour les développer? Bienvenue dans l'objectif chez Thales Alenia Space. Bonjour Stéphanie Béat. Bonjour. Vous êtes responsable du programme EROS. Pourriez-nous présenter quel est ce programme qui s'occupe donc des débris spatiaux et des services en orbite? Oui, tout à fait. Donc, le programme EROS, c'est un programme qui est issu de financement de la Commission européenne sur le fonds Horizon Europe de R&D. Et l'objectif de ce projet, initialement, c'était de développer des technologies de robotique et de rendez-vous dans l'espace. Et ça a évolué avec la maturité des technologies. On est passé à la démonstration en orbite, justement, de ces technologies, dans le but d'avoir la capacité à agir dans l'espace, à offrir des services en orbite et aider à la gestion justement des débris spatiaux. Il y a des débris au sens classique qu'on imagine, c'est-à-dire des débris qui sont des restes de satellites qui sont issus par exemple de collisions, de choses comme ça. Donc là c'est vraiment des débris qui sont très petits, qui sont très difficiles à gérer et à récupérer. Donc ça c'est vraiment assez lointain comme capacité. Mais après il y a aussi tout ce qui est débris, tout ce qui est satellites un peu anciens qui n'ont plus de capacité à se mouvoir par eux-mêmes. Et donc là justement EROS a pour but d'essayer d'aider à les récupérer et les replacer sur des orbites qui gênent moins ou éventuellement les désorbiter. Donc là, ça permet d'augmenter leur durée de vie de combien? Alors, ça dépend en fait de la durée de vie du serviceur en lui-même. Là, dans le cadre du projet EROS, l'idée c'est d'avoir un satellite qui aura lui-même une durée de vie de 5 ans. Donc l'idée c'est éventuellement d'augmenter la durée de vie de 5 années supplémentaires si on utilise directement le serviceur. Mais après, on peut avoir aussi justement d'autres fonctions qui sont apportées par ce serviceur, qui sont du ravitaillement en carburant, qui sont du changement de charge utile. Et ça, justement, c'est tout les possibles qu'on veut ouvrir. Augmenter la durée de vie des satellites, c'est peut-être aussi changer la façon dont on les conçoit. Peut-être déjà commencer par faire une plateforme sur laquelle on va pouvoir venir ajouter, enlever des éléments en fonction de la maturité, de l'évolution, de l'état aussi, pour faire de la réparation par exemple. Fanny, est-ce qu'on peut voir comment est-ce que ça va se passer en orbite? Oui, absolument. On a une démonstration qui est en cours et dont le but est justement de montrer comment on déplace un élément d'un satellite, typiquement le serviceur, vers un autre satellite. Donc quand je parlais par exemple de faire une mise à jour d'un satellite en orbite. Ici, on voit cette interface ici qu'on a appelée de façon générique Space USB. Donc c'est en fait une interface qui permet vraiment de faire la connexion mécanique évidemment, mais aussi pour les données et la puissance. Typiquement ce qu'on a sur une clé USB, sur une interface USB sur un PC. Sauf que bien sûr c'est un petit peu plus gros. Alors, donc ce banc, en fait il est constitué de 2 bras robotiques qui sont là pour représenter le comportement d'un satellite par rapport à un autre. Donc on a le bras robotique qui est ici, celui qui est fixe. C'est celui qui va représenter finalement le satellite client. Et de l'autre côté, on a un bras robotique qui est monté sur un rail et qui va lui représenter le comportement du satellite serviceur quand il s'approche de son client. Donc ça, c'est un banc de simulation du comportement dans l'orbite. Et après, là spécifiquement sur cette démonstration-là, on a utilisé que celui-là de bras pour démontrer vraiment, pour se focaliser sur les interfaces. Et donc les interfaces, comme je disais, ça sert à transmettre des données et de la puissance. Et en fait, il y a plusieurs compagnies en Europe qui ont développé différentes solutions. On le voit, si on s'approche, on voit qu'elles sont assez différentes. Et l'idée, c'est de faire en sorte, puisqu'on veut proposer des services en orbite, c'est de faire en sorte que chacun soit compatible quelque part avec les autres, et en particulier avec la prise qu'on va mettre sur le serviceur. Donc là, le but de l'étude qui est pilotée par Raphaël Boissonnade, c'est justement de tester une interface
plus standard qui va permettre de se connecter aux différentes prises. Ça, ce sont les 3 prises qui existent dans la vraie vie. C'est les 3 prises, les 3 principales prises qu'on trouve en Europe. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres solutions, mais effectivement, c'est les plus avancées technologiquement. Là, on est à la bonne échelle. C'est à l'échelle 1. À l'échelle. Ouais. Donc à la vraie échelle. Dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Alors concrètement, dans les prochains mois, déjà on espère que la Commission va valider la suite de nos activités. Et une fois que ça sera fait, il va falloir qu'on mettre en place la continuité des activités qu'on a à l'heure actuelle et qu'on travaille vraiment sur le design détaillé. Donc ça ne sera pas très visuel, mais c'est vraiment très important. Il faut qu'on soit capable d'anticiper tout ce qui va se passer, parce qu'évidemment un satellite, même si justement on veut faire de la maintenance, un satellite c'est pas facilement modifiable quand c'est dans l'espace. Et on en revient à cet aspect gestion des débris, essayer peut-être d'utiliser plus l'assemblage et la maintenance en orbite que ce qu'on fait actuellement. Vous êtes le directeur des affaires européennes de Thales Alenia Space. Nous sommes ici dans les salles blanches du site de Cannes. C'est là notamment que sont testés les satellites d'observation de la Terre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un satellite d'observation de la Terre et qu'est-ce qu'il fait ? Les satellites sont effectivement très présents dans notre vie quotidienne. On ne s'en rend pas forcément compte. Vous avez parlé de la géolocalisation avec les satellites de navigation. On a les satellites météo aussi, qu'on oublie, hein, qu'on fabrique ici à Cannes. On a un spécimen qui sera lancé cet été, qui nous permettent de connaître le temps qu'il fera demain, le temps qu'il fera dans l'heure qui vient, pour savoir si on peut pratiquer nos activités et surtout pour mettre en sécurité les gens face à des événements climatiques de plus en plus élevés. Et ensuite, on a tous les satellites qui surveillent l'environnement. Donc ces satellites, ils surveillent la surface de la Terre, ils surveillent aussi l'atmosphère. Ça permet de nous renseigner sur le changement climatique, de prévoir l'évolution de ce changement climatique et prendre des mesures pour, on va dire, mieux vivre avec ce changement climatique, puisque les satellites nous donnent aussi des informations qui nous servent, par exemple, sur la surveillance des océans avec le satellite Sentinel-3 qui est derrière nous. On arrive à mieux prédire, mesurer et prédire l'évolution des courants. Et pour le routage maritime, suivre le courant permet de moins dépenser de carburant et donc de moins polluer et de faire des économies aussi pour les sociétés en question. Ça permet aussi d'assurer la sécurité des opérations en mer, hein, les éoliennes, les infrastructures pétrolières par exemple. Donc ce type d'activité est permis par des satellites qui surveillent régulièrement notre planète. Vous parliez justement du satellite qui est juste derrière vous. Quel est son rôle particulier ? Ce satellite, il est dédié à la surveillance des surfaces terrestres, océans, terres émergées, pour plusieurs fonctions. Il y a 4 instruments à bord de ce satellite. On va mesurer la température de surface. Donc sur les océans, on mesure la température de surface à 0,1 degré près. Donc mesurer avec grande précision la température permet de déterminer les courants. Ça nous permet aussi de déterminer l'état de santé de l'eau quand on la couple à des mesures de biochimie. On a un instrument sur le satellite qui mesure ce qu'on appelle la couleur de l'eau. Vous allez me dire la couleur de l'eau c'est bleu, mais c'est pas... Ça dépend les bleus. Il y a plusieurs nuances de bleu, voilà. Et il y a du vert. En fait, avec la précision des instruments qui sont positionnés à 800 km au-dessus de la surface, on arrive à déterminer les polluants, on arrive à déterminer la quantité d'algues, de chlorophylle. Donc ça permet de suivre l'évolution de la santé des océans, de déterminer où seront les bancs de poissons et de contrôler la pêche illégale, parce qu'on sait où sont les bancs de poissons, donc on sait où surveiller pour vérifier qu'il n'y ait pas de pêche illégale. Et on a 2 autres instruments qui servent à mesurer la hauteur moyenne des océans. Donc on mesure cette hauteur au centimètre près. Là aussi, en étant à 800 km, on mesure la hauteur des océans au centimètre près. Ça permet, avec la température, de déterminer les courants. Ça permet de mesurer l'évolution de la hauteur des océans avec le changement climatique. Ça permet aussi de mesurer la hauteur moyenne des vagues. Et là aussi, pour la mise en sécurité
population. Des activités maritimes. C'est très important. Il y a des vagues des fois très importantes. Je ne parle pas de raz-de-marée, mais qu'on appelle les vagues scélérates, qui sont très grosses, très soudaines. Si on est capable de les détecter et de prévenir pour mettre en sécurité les personnes qui travaillent sur la mer, on sauve des vies. Depuis de nombreuses années, on a l'impression que les satellites ont de plus en plus de fonctions et permettent justement de voir de façon très fine ce qui se passe chez nous, sur la Terre et dans l'atmosphère. Comment vous avez vu cette évolution? Est-ce qu'il y a encore des choses que les satellites pourront faire dans quelques années et qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui? Alors effectivement, la technologie évolue, permet d'être de plus en plus précis. Alors on peut prendre l'exemple du satellite Flex, qui est actuellement dans nos salles, qui sera lancé cet été avec Sentinel-3 et il volera, on va dire, conjointement avec Sentinel-3, quelques kilomètres derrière Sentinel-3. C'est un satellite qui permet de mesurer la fluorescence de la végétation. Ce satellite, il y a 20 ans, on n'aurait pas été capable de le faire. La fluorescence des plantes, on ne le sait pas, mais quand il y a la photosynthèse, les plantes émettent, le feuillage émet une très faible lueur qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est un satellite qui est très sensible, parce qu'on a un appareil photo, vraiment une très forte sensibilité, avec une résolution spectrale très, très, très précise pour mesurer la longueur d'onde où il y a cette fluorescence. Et cette fluorescence, elle varie en fonction du stress hydrique de la plante, il varie en fonction de l'état de santé de la plante. Et donc en mesurant cette fluorescence en même temps que la mesure faite par Sentinel-3 sur l'état global de la végétation, on arrive à déterminer la réaction de la plante à l'évolution climatique, au stress qui l'environne. Et la fluorescence, la photosynthèse, c'est quelque chose d'essentiel pour l'absorption du CO2, l'émission de l'oxygène. Donc pour la vie sur Terre, c'est vraiment le processus, un des plus importants, c'est la photosynthèse. Donc connaître l'évolution de ce processus en fonction du stress environnement, c'est essentiel et c'est effectivement permis par l'évolution de la technologie. Demain, il y en aura peut-être d'autres. Si vous deviez résumer ce que représente le spatial pour vous et puis pour Thales Alenia Space, ce serait quoi? Pour moi, ça fait 30 ans que je travaille dans ce domaine, donc c'est vraiment mon domaine de prédilection. C'est le travail que je voulais faire quand j'étais petit, parce que c'est le rêve. On parle des satellites d'observation de la Terre, mais les satellites d'exploration, on a développé ici la sonde Huygens qui est allée sur la Lune de Saturne, qui s'appelle Titan. Développer un satellite comme ça, le réaliser, ça fait faire des avancées technologiques qui sont ensuite utiles pour d'autres applications terrestres. Pour Thales Alenia Space, l'observation de la Terre représente une vingtaine de % de son activité, donc c'est effectivement essentiel. Et surtout, par rapport à notre raison d'être, qui est de faire des satellites pour que ça soit utile sur la vie sur Terre, l'observation de la Terre, c'est essentiel. Je le dis souvent, c'est comme les instruments médicaux qui surveillent notre santé. Les satellites surveillent la santé de la Terre, nous renseignent sur comment elle évolue. Ça nous permet de définir comment elle va évoluer demain avec des modèles numériques très poussés. Et je l'espère prendre les mesures qui vont bien pour que la vie reste agréable sur Terre pendant encore de longues décennies et millénaires. Bonjour Benoît Ancard. Bonjour. Vous êtes le directeur des relations institutionnelles de Thales Alenia Space, donc ce constructeur de satellites que l'on a la chance d'avoir sur la Côte d'Azur à Cannes précisément. Peut-être une première question pour rappeler ce que fait exactement Thales Alenia Space. On sait que vous êtes des constructeurs de satellites, mais rappelez exactement à quoi ils servent. D'accord, ok. Donc Thales Alenia Space, c'est une co-entreprise de deux groupes, le groupe Thales et le groupe Leonardo. Et on fabrique des satellites. On a à peu près un peu plus de 8000 collaborateurs. On est dans 7 pays européens, 14 sites industriels, dont celui de Cannes, qui va bientôt fêter ses 100 ans. Et c'est le siège social de l'entreprise, c'est bien de le rappeler. Et c'est le siège social de la société commune. Alors, on fabrique des satellites de communication. C'est quoi un satellite de communication? L'objectif, c'est de réduire la fracture numérique, donner accès à n'importe qui à l'information.
On fait des satellites d'observation qui observent la Terre à des fins environnementales pour voir si ça se passe bien, s'il y a des pollutions, etc. Ou à des fins de renseignement. On fabrique des satellites aussi de navigation. La navigation qu'on a sur nos téléphones cellulaires, par exemple, ça vient de satellites qu'on fabrique. On fabrique aussi des parties de stations spatiales qui orbitent soit autour de la Terre et bientôt autour de la Lune. Et on fait des satellites qui servent à des missions scientifiques dans le système solaire ou au-delà. Donc des applications finalement très quotidiennes, j'ai envie de dire. Applications qu'on appelle sociétales de l'espace. Voilà. Très bien dit. Quels sont les grands projets que vous avez actuellement en cours ? D'accord. Alors, on va commencer par les télécommunications par satellite. Encore une fois, donc les télécoms, ça sert à réduction de la fracture numérique. Il y a deux types de satellites, je veux dire, pour faire ça. Les satellites en orbite géostationnaire à 36 000 km. Ce sont des gros satellites qui crachent de la capacité de l'information sur un endroit déterminé, par exemple l'Europe. Et il y a une deuxième technique, c'est les constellations de télécommunications, de petits satellites qui ont l'avantage de couvrir tout le globe. Et plus ça va, plus il y a un mix entre les deux, entre ces petits satellites en constellation et le géostationnaire. Ils viennent très bien se complémenter. Et en début 2025, on a remporté 3 contrats de satellites géostationnaires pour le Japon, la Norvège et pour le Luxembourg. Et en parallèle, on a été contractualisé par le gros projet de constellation de télécommunications de la Commission européenne qui s'appelle Iris-Carré, dans lequel donc Thales Alenia Space va faire le système global et la charge utile sécurisée des satellites. Voilà. Donc on est là-dedans et c'est une activité télécom qui repart de plus belle. Qui repart bien, oui. Pourquoi il y aura toujours du géostationnaire, par exemple, un marché de géostationnaire, bien qu'il y ait des constellations, c'est qu'un État, lui, ce qu'il recherche, c'est de la souveraineté. Contrôler ses communications. Alors, il a 3 possibilités. Soit il va s'abonner au système d'Elon Musk, Starlink de SpaceX. C'est pas trop de la souveraineté, parce que ça dépend du bon vouloir. Et ça a fait débat déjà, d'ailleurs. Exactement. Ça, premier point. Donc, ça répond pas à la question de souveraineté. Le deuxième, c'est je m'achète une constellation de télécom. Là, ça se compte en dizaines de milliards. Donc, il y a peu d'États qui sont capables de... Donc, la seule solution pour eux, c'est acheter un satellite géostationnaire de l'ordre de grandeur, allez, je vais dire 100-200 millions. Donc, ça reste abordable pour un État. Et à la fin, ils contrôlent leur satellite et donc la diffusion de l'information, la réduction de la fracture numérique. Voilà. Il y a une nouvelle ère, si on peut dire, qui s'ouvre dans le spatial et qu'on appelle le New Space. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement qu'est-ce que le New Space et comment est-ce que vous, Thales Alenia Space, vous prenez votre place dans cette nouvelle ère ? Alors, New Space, c'est un terme que je n'aime pas. J'appellerais, si on veut commencer par un N, je mettrais Next Space. C'est-à-dire, on prépare c'est l'étape d'après. Oui, on fait le spatial de demain et on le fait avec toutes les compétences qu'on trouve dans la filière. La filière du spatial, c'est pas simplement les gros du spatial, comme Thales Alenia Space, c'est aussi des ETI, des PME, des laboratoires, des universités et des startups. Et c'est tout ce microcosme qui est là avec des compétences pour fabriquer un satellite, pour faire un projet. Et l'enjeu derrière, c'est que chacun apprenne à se connaître, ses forces, ses faiblesses. C'est sûr qu'on a tout de suite en tête la start-up, c'est plus agile qu'un gros groupe comme Thales. Oui, sans doute, mais une start-up n'a pas toutes les compétences qu'a un grand groupe, par exemple. Voilà. Et donc le tout, c'est de monter des projets avec les acteurs qui sont, je dirais, les plus compétents, les plus je dirais, agiles, les plus forts. Voilà. En fait, c'est de vraiment créer un écosystème, ce qui existait moins avant. Alors, ça existait moins avant, effectivement. Il y a eu, je dirais, depuis l'avènement de cette dynamique plutôt qui est venue des États-Unis, c'est-à-dire l'investissement privé dans le monde du spatial qui était très étatique il y a encore 5 à 10 ans. Et cet argent privé a permis de libérer des énergies et de créer ces start-up. Et c'est venu en Europe et en France en particulier il y a 5 ans. Donc effectivement, il y a beaucoup de start-up qui sont là, quoi.
Alors justement, comment est-ce que vous travaillez avec les startups? Est-ce que vous avez déjà des liens avec elles, j'imagine, au-delà peut-être des rapports sur certains projets? Est-ce que vous en incubez certaines? Est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit peut-être différemment d'il y a encore, comme vous le disiez, 5-10 ans? Ouais. Alors, tout ça, ça fait partie de la dynamique d'innovation d'une entreprise. On est dans un secteur très technologique. Si on rate un train d'évolution de technologie, on ne fait plus les produits compétitifs et voilà, on est l'arrière. Voilà, on est à la traîne. Donc, il faut faire en sorte que l'innovation arrive dans l'entreprise. Alors, il y a différents moyens. Il y a soit inciter les collaborateurs qui travaillent pour Thales Alenia Space à avoir des idées et à les mettre en œuvre. Donc, c'est l'innovation interne. Et il y a effectivement la possibilité d'accueillir des startups chez nous, dans nos établissements. Et c'est ce qui a été fait à Toulouse, où depuis c'est 2023 qu'on a ouvert ce Space Business Catalyst. On a accueilli une trentaine de startups. Et une start-up, c'est pas 1000 personnes, c'est pas 2000 personnes. Généralement, ça commence une personne, 2, 10, etc. Et donc, ils n'ont pas toutes les compétences qu'il faut dans le domaine spatial pour construire un satellite. Et donc, en les accueillant chez nous, on leur offre la possibilité d'avoir accès aux compétences humaines que l'on a, je dirais, dans la boîte, parce que toutes ces compétences qui servent pour faire les satellites, on leur offre aussi la possibilité d'avoir un réseau commercial. Et ça leur permet d'accélérer leur feuille de route. Là, généralement, ils ont l'objectif de faire un démonstrateur et de le mettre en orbite. Et on leur permet d'accélérer, je dirais, cette arrivée en orbite de leur démonstrateur. Je vous donne aussi un exemple, c'est Orbital Matter, qui fait de l'impression additive, fabrication 3D, additive 3D dans l'espace, et on leur a permis d'avancer 2 ans leur feuille de route parce qu'ils ont eu accès à nos compétences, à notre environnement. Voilà. Donc ça, c'est une bonne illustration de ce qu'est le New Space. C'est une bonne illustration de ce qu'est le Next Space, de travailler en commun. Et l'autre, je dirais, outil que l'on a, ce sont les pôles de compétitivité. Et j'ai en particulier le pôle de compétitivité SAFE, que j'ai l'honneur de présider. Qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité? C'est une association. Justement, qui rassemble les grands groupes, les ETI, les PME et les startups. Le pôle SAFE, il travaille dans 4 domaines. Sécurité, défense, spatiale et aéronautique. Alors, j'ai des grands comme Airbus Hélicoptère, comme Thales Alenia Space. Généralement, les entreprises sont de la région sud, puisque c'est un pôle de compétitivité région sud. Et à côté, donc en tout, j'ai 450 adhérents. Et à côté, j'ai des ETI, de laboratoires, universités, start-up. Et notre mission, c'est de mettre au service du développement des entreprises nos compétences, notamment en matière de projets, faire des projets en commun entre un grand groupe, une start-up, des choses comme ça. Alors, toutes ces évolutions technologiques, notamment technologiques, ça amène aussi des besoins en compétences peut-être qui n'étaient pas tournés vers le spatial précédemment. Comment est-ce que vous recrutez et quels sont les nouveaux profils, si on peut dire, qui s'intéressent au spatial? D'accord. Donc, on parlait du pôle de compétitivité SAFE. Dans ce pôle-là, il n'y a pas que des entreprises du spatial, des entreprises qui font de la cybersécurité, qui font des communications quantiques, qui font de communications laser, etc., etc. Et donc des entreprises qui ne viennent pas du secteur spatial. Et le spatial a besoin de ces nouvelles technologies pour évoluer, pour faire des produits plus sécurisés, plus compétitifs. Et le pôle compétitivité est justement là pour faire en sorte que ces entreprises se rencontrent. Et on a organisé, comme on le fait tous les ans, avec notamment la commune de Cannes, ces rencontres du spatial en région sud. Et c'est l'occasion pour tous ces acteurs de se rencontrer et d'imaginer les projets de demain. Merci beaucoup Benoît Ancard, je le rappelle, vous êtes le directeur des relations institutionnelles de Thales Alenia Space. Merci pour vos explications. Avec plaisir.